Je vais maintenant prendre la parole pour vous parler effectivement de comment passer du bilan au plan d'action. Et donc je vais organiser ma présentation sous 3 points. Un premier, reparler un peu des freins à la mise en œuvre de ces actions. Ensuite, un point sur les plans d'action en tant que tels, comment les construire et quel type d'action, les typologies d'action. Et puis simplement une visibilité sur aussi les financements, puisque le passage à l'acte, c'est aussi pouvoir financer ces plans d'action et donc vers quel type de financement on peut se tourner. Le bilan carbone, bilan de gaz à effet de serre, qu'il soit complet ou réglementaire, c'est un certain nombre d'entreprises, de structures, d'organisations qui l'ont réalisé et 84% de satisfaction vis-à-vis du bilan, vis-à-vis du prestataire, du projet en lui-même, et pourtant peu d'actions réalisées. Seuls 40% des actions sont partiellement ou totalement mise en œuvre. Et bien souvent, elle s'intéresse aux émissions directes, c'est-à-dire effectivement, généralement au scope 1 et 2, là où l'entreprise a les leviers d'action les plus directs, puisqu'effectivement, elle va maîtriser tout ce qui est énergie et tout ce qui va être de son périmètre interne et direct. Et puis, de toute façon, dans l'optimisation, on va dire, générale dans laquelle on est aujourd'hui de nos organisations, l'idée est bien de réduire nos consommations énergétiques aussi. Les freins identifiés par rapport à tout d'abord par rapport à la méthode bilan carbone, donc qui date en France de 2004 et donc développée par l'ADEME au départ, aujourd'hui portée par l'association Bilan Carbone, mais également la méthode bilan gaz à effet de serre, qui sont centrées sur le diagnostic en lui-même, comment réaliser, mesurer ces émissions de gaz à effet de serre. Donc, comme on dit, c'est toujours un premier pas, mesurer pour agir, mais du coup cette méthodologie, elle était un petit peu faible sur le passage véritablement à l'action. Le deuxième frein, c'est la résistance au changement de manière générale des organisations, savoir où on va, comment, sur une thématique dans laquelle on peut mettre un petit peu tout, et sur en plus un changement climatique qui paraît être un enjeu mondial, et donc comment y répondre aussi individuellement en tant que structure. Un troisième frein, c'est la difficulté à rendre stratégique ces enjeux. Oui, on parle économie, sociale, etc. Du coup, l'environnement, le carbone, on a l'impression, que c'est quand tout va bien, on va travailler là-dessus, ça va être la cerise sur le gâteau, etc. Et donc, comment montrer aux organisations que c'est stratégique et justement, ça a des enjeux économiques et sociaux derrière de travailler sur le carbone. Et puis un dernier frein, c'est qu'effectivement souvent on est centré sur notre propre organisation, sur nos leviers d'action directe, et on a tendance aussi à tout de suite s'arrêter dès que ça dépasse notre responsabilité, que ce soit dans le diagnostic d'ailleurs, puisqu'effectivement on peut s'arrêter au scope 1 et 2, ou sur les plans d'action. Donc c'est-à-dire moi je travaille sur mon périmètre et puis les autres travaillent sur leur périmètre. Mais finalement on voit que on est grand nombre à avoir forcément une influence sur l'ensemble de son périmètre, et notamment son cœur d'activité, et notamment les matières premières, et notamment tout ce qui a trait au scope 3. Donc je vais décliner rapidement ces freins et puis expliquer du coup comment aussi dépasser ces limites. Sur la méthodologie, donc c'est vrai, une méthodologie centrée sur le diagnostic, avec effectivement un peu moins de légitimité aujourd'hui. Une co-construction du plan d'action nécessite une compétence un peu différente de celle du diagnostic. Donc effectivement, on peut compter, mettre des chiffres dans une case, mais après, comment on va animer la démarche? Et on voit effectivement un certain nombre d'acteurs qui sont un peu perdus dans l'animation de cette démarche. Qui va porter la démarche? Quel va être le chef de projet? Comment on mène une démarche transversale dans une nouvelle, par rapport à une nouvelle contrainte ou opportunité de réaliser ce bilan gaz à effet de serre.
Le plan d'action nécessite un engagement de l'entreprise. Voilà, il suffit pas de dire on va faire ça, et puis effectivement éviter le greenwashing. Et donc du coup, il faut une mobilisation des décideurs, de ceux qui vont véritablement engager la structure et mener à bien ces plans d'action. Et puis du coup la limitation des scopes, du bilan gaz à effet de serre réglementaire au scope 1 et 2, qui a aussi du coup enlevé un petit peu la nature originale du bilan carbone tel qu'il était présenté, où justement c'était un outil prospectif. C'est un outil qui permettait de se saisir justement de ces enjeux stratégiques, de se dire voilà, si je prends en compte le transport de mes matières entrantes, c'est bien parce que est-ce que demain, que si le transport augmente, je pourrais toujours faire venir ces matières par exemple de tel et tel endroit. Donc alors on n'était pas forcément à même de payer ce transport, etc. Mais c'était la question que le bilan carbone voulait soulever. Et du coup, la limitation des scopes 1 et 2, c'était un petit peu lui enlever son essence d'origine, bien que l'important c'est déjà de s'intéresser à la thématique. Du coup, pour dépasser ces limites, changer le positionnement de la méthode bilan carbone, et c'est effectivement en voie, puisque l'association Bilan Carbone a développé un outil qui s'appelle le système de management des gaz à effet de serre, et qui est basé sur les systèmes de management existants, et qui d'ailleurs sera compatible avec 14001, 50001, etc., et donc qui permet de s'occuper justement du management sur la partie gaz à effet de serre, et donc de créer véritablement une organisation autour de ça, et donc d'avoir une gestion interne qui se fait et qui est en amélioration continue et qui a lieu chaque année, donc pérenniser aussi la démarche. Ce qui permet, là aussi, ce qui rejoint le deuxième point, c'est effectivement favoriser l'appropriation de la gestion du carbone en interne. Parce qu'effectivement, quand on fait juste son bilan, après on est un peu démuni par rapport à qu'est-ce qu'on y a mis dedans, comment a marché la calculette, et du coup de s'intéresser à savoir, quelles sont les données, comment elles ont été transformées, du coup comment je peux agir, et effectivement revoir cette moulinette à l'envers, et du coup avoir la compétence en interne, intégrer le réflexe carbone dans chacune des organisations au niveau transversal, et puis ensuite faire des petits, et que dans chaque service on se pose cette question et qu'on intègre ce nouvel indicateur. Se concentrer sur les enjeux stratégiques pour l'organisation, effectivement, ne pas oublier son cœur de métier. Ça paraît évident, mais effectivement, quand on s'intéresse uniquement à l'énergie et au scope donc 1 et 2, on ne va pas forcément regarder l'impact de la matière, l'impact des emballages, l'impact du transport, tout dépend de son périmètre, mais disons qu'on va avoir une visibilité très, très réduite, et bien souvent, on ne s'intéresse pas à se poser la question, mais mon cœur d'activité est-elle pérenne, a-t-elle un poids énergétique direct et indirect, et quelle sera mon activité demain. Donc c'est essayer de se reconcentrer aussi sur ces enjeux. Et puis s'assurer de la co-construction du plan d'action par les décideurs, effectivement, impliquer les décideurs dans les prises de décision, dans les prises de décision, et surtout dans la construction du plan d'action, et ne pas travailler uniquement avec les équipes techniques qui, elles, iront après demander est-ce qu'on peut le mettre en place ou pas. C'est tout de suite, au moment de la construction, d'impliquer effectivement l'ensemble de la direction et des services concernés. Deuxième frein, donc, la résistance au changement. Pour changer, effectivement, il est nécessaire d'y trouver un intérêt. L'organisation aussi n'est pas forcément structurée pour le management de la démarche carbone, et on en parlait, quelle taille d'organisation facilite la mise en œuvre d'un bilan gaz à effet de serre ou d'un bilan carbone, comment, du coup, si on n'est pas organisé pour le mettre en œuvre, porté par qui est le plus légitime, est-ce que je peux prendre un stagiaire sur le sujet, ou est-ce qu'il faut quelqu'un qui connaisse l'organisation, c'est tout un tas de questions où au départ on n'a pas forcément la réponse. Donc déjà pour faire le premier pas, c'est compliqué. La volonté aussi des décideurs n'est pas toujours suffisamment affirmée, donc c'est-à-dire effectivement oui on veut le faire, oui on doit le faire, mais bon on le dit vite fait et puis finalement la démarche après n'aboutit pas.
De la même façon, c'est ça, la culture interne de l'organisation relégue certains de ces enjeux au second plan, donc quand c'est clairement dit que c'est pas prioritaire. Et puis, on a aussi souvent une multiplicité des démarches de progrès dans les entreprises, dans les organisations, sur plusieurs thématiques, la qualité, l'environnement, le social, etc. Et donc, qui vont un peu, et une démultiplication aussi des certifications, qui demandent des audits, des références, des labels. Enfin voilà, on est un petit peu perdu. Et quand l'entreprise, elle, l'organisation doit mettre en œuvre ces éléments-là, ça va venir se superposer. Et on va avoir de plus en plus de démarches, et du coup c'est mal compris auprès des collaborateurs, et de savoir mais où on va, est-ce que c'est complémentaire, c'est par-dessus, c'est compatible, et donc aussi une clarification nécessaire. Donc pour dépasser ces limites, donc déjà sur la construction du plan d'action, il faut aussi voir que le carbone, ça va plutôt être complémentaire, et compatible et cohérent avec les autres démarches mises en œuvre. On est sur des impacts et non pas sur des flux, et du coup ces impacts, justement derrière il y a bien des données d'activité. Donc quand on travaille sur l'optimisation de ces activités, eh bien on va travailler aussi à réduire le carbone. Et à l'inverse, quand on cherche à réduire le carbone dans son entreprise, on va avoir des notions d'efficacité énergétique, technique, de matière. Du coup, une action carbone doit aussi avant tout révéler ou conforter une action déjà envisagée. Souvent, c'est du bon sens. On n'a pas forcément besoin de faire un bilan carbone ou gaz à effet de serre pour se dire que c'est une bonne idée. Donc ça va venir conforter, apporter un nouvel indicateur pour avancer. Il ne faut pas négliger aussi les actions symboliques qui donnent de la cohérence au projet d'entreprise. Effectivement, on se dit toujours, les prioritaires, celles où on gagne vite, fort, etc. Mais aussi de se dire, il y a des petites actions où on ne va pas gagner beaucoup, mais qui sont symboliques et qui rendent cohérent. Pour beaucoup travailler dans l'industrie, si on met tous les plans d'action sur l'usine, ça va être mal vécu. Parce que, effectivement, il faut impliquer l'ensemble des salariés, y compris, les administratifs, le siège, à chacun à son niveau doit pouvoir mettre en œuvre une action et être impliqué dans la démarche. C'est bien pour ça que c'est un projet d'entreprise. L'organisation donc doit permettre une gestion du projet transversal, et ça c'est aussi la difficulté, c'est quelle légitimité j'ai moi à qui on a confié le projet d'aller toquer à toutes les portes, et c'est pour ça qu'il faut vraiment une impulsion de la direction et une communication interne sur le projet. Utiliser les canaux internes et efficaces de diffusion d'informations au sein de l'organisation, légitimer le plan d'action par une volonté affirmée des décideurs, et notamment une vraie politique environnementale ou carbone, qui peut être axée sur un sujet plus précis, mais qui va effectivement être clair et énoncé, et donc partagé par tous. Et puis construire un système de management intégré, comme on l'a vu, il y a déjà dans les organisations des systèmes de qualité, de suivi, d'amélioration de la performance qui sont existantes, et donc travailler avec eux et non pas comme un autre outil à côté mené par d'autres équipes. Il faut que ce soit vraiment un travail collaboratif. Troisième difficulté, troisième frein, donc la difficulté à rendre stratégique les enjeux carbone. Effectivement, dans un monde où l'économique, le contexte économique est compliqué, on a tendance à dire, non, de toute façon, l'environnement, ça coûte cher, c'est des contraintes, c'est réglementaire, et donc je fais le minimum ou je ne fais pas, et puis si je dois y aller, ce sera la cerise sur le gâteau. Donc ça, c'est ce qu'on entend. Également aussi la difficulté à prendre conscience de sa propre sensibilité ou vulnérabilité à ces enjeux, et aussi à la raréfaction des énergies fossiles qui est, en plus du changement climatique, les deux enjeux portés par ces sujets-là. Et c'est effectivement, suis-je concerné? En gros, est-ce que mon organisation est sensible à ça? Qu'est-ce qui évolue? Est-ce que ça va? Est-ce que je suis vulnérable? Est-ce que si le prix du baril augmente, est-ce que ça compte? Ah oui, les emballages, ça c'est important dans mon impact carbone, etc. Donc on n'est pas toujours assez informé non plus sur pourquoi suis-je concerné par cette thématique.
Et puis voilà, l'investissement, c'est ça reprend le premier, c'est dans une démarche carbone, ça représente une prise de risque, c'est-à-dire bah oui, au début je dépense et puis je sais pas trop bien ce que je vais gagner à la fin. Comme on dit, c'est toujours mesurer pour agir, et quand on mesure, c'est déjà le premier plan d'action pour réduire. Pour dépasser ces limites, traduire les enjeux carbone et pour démontrer leurs impacts économiques et sociaux, et bien entendu, souvent on va traduire les potentiels de réduction des émissions aussi en termes qualitatifs, faisabilité technique, faisabilité financière, etc. Et avec, si possible, une visibilité sur le retour sur investissement. Rendre systématique l'interrogation des enjeux carbone dans les prises de décision, les investissements industriels. Demain, si je dois changer mon matériel, à quoi je suis soumis et quelle va être l'évolution des énergies sur le sujet. Et donc réfléchir en termes non plus simplement d'investissement, mais de coûts de fonctionnement sur la durée de vie de ce matériel. Et donc changer aussi son mode de pensée. Insister sur ces vulnérabilités directes et indirectes, donc c'est ce que je disais, l'achat du matériel, l'achat des énergies, mais aussi tout ce qui tourne autour des externalités. Démontrer aussi l'impact de l'inaction, c'est-à-dire effectivement, si je ne fais rien, qu'est-ce qui va se passer? Si je ne fais rien, je continue à émettre plus, je vais être taxé, qu'est-ce qui va se passer? Donc quelles vont être les conséquences de mon inaction? Et comparer l'inaction à l'action, souvent, ça montre vraiment les gains potentiels économiques et, comme je disais aussi, sociaux, environnementaux. Et puis identifier donc les pistes possibles de financement et mettre en place le pilotage de la démarche de progrès qui rejoint effectivement les points précédents. L'important, c'est vraiment d'avoir une démarche pérenne dans l'organisation. Et puis dernier frein, donc une démarche centrée sur l'organisation, où là justement on se dit c'est quoi mon périmètre interne et donc mes plans d'action, qu'est-ce que je peux faire? On parlait des 10-15% que représente le scope 1 et 2. Qu'est-ce que je peux faire sur ces 10-15%? Il faut aller plus loin. Effectivement, elles ont tendance à, quand on identifie un impact qui touche à sa sphère d'influence ou ses parties prenantes, on a tendance à se dire je vois pas ce que je peux faire, de toute façon c'est pas chez moi. Non, rien qu'en prenant son téléphone pour collecter les données, on va appeler le prestataire, déchets, transport, etc. Rien de lui en parler, on va être dans cette fonction déjà de transmission, de sensibilisation, et vous verrez aussi que vos interlocuteurs ne seront pas, auront conscience de ces sujets, de ces enjeux, et pourront peut-être vous répondre largement plus que ce que vous attendez. Et puis, c'est ça, les organisations donc, ont du mal à voir leur sphère fonctionnelle. C'est aussi se dire, finalement, est-ce que moi, dans mon entreprise, ce que je vais construire, ça va avoir un impact sur l'ensemble de la chaîne? Un petit exemple que j'ai pas mis, si vous construisez des moteurs, vous allez avoir un impact aussi sur la consommation énergétique des usines dans lesquelles vont arriver vos moteurs. Et donc, il ne faut pas juste se dire, est-ce que mon moteur en soi, il consomme moins, mais concrètement, quelle optimisation il va apporter sur sa durée de vie, ou si on prend les moteurs d'un avion, s'ils sont plus légers, l'avion consomme moins, etc. Donc il faut être dans une boucle vertueuse et regarder effectivement l'ensemble des émissions directes et indirectes qu'on va avoir sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Du coup, pour les dépasser, bien prendre conscience de ça, et c'est pour ça que au moins, si on ne mesure pas l'ensemble du scope 3, bien comprendre qu'est-ce que c'est son scope 3, et aller vers là, faire évoluer la relation client-fournisseur, viser aussi à des actions de partenariat mutuel, les aider, notamment vos fournisseurs, dans cette démarche, pour que eux-mêmes ils soient là demain et que vous puissiez toujours travailler avec eux et du coup assurer vos approvisionnements, par exemple. Et puis donc comprendre l'intérêt de s'engager dans cette démarche systémique pour résoudre une problématique globale et vous-même aller vers des nouveaux marchés, des nouveaux modes de pensée et partenariats.
Ah oui, ben j'avais mis là justement l'exemple du transport aérien avec justement ce moteur. Et donc l'impact, donc là on est sur un scope 1, 2 et 3, donc l'ensemble du périmètre du bilan carbone. Et donc on a l'utilisation du moteur, bah, évidemment c'est là où on va mettre le carburant pour faire fonctionner le moteur. Donc on a l'utilisation qui a un impact énorme. Et donc l'entreprise, elle, qui fabrique ce moteur, bon, effectivement elle peut faire un moteur moins énergivore, etc., mais c'est pas forcément ici qu'elle va agir. Du coup, elle peut agir sur la technologie et la carburation. Donc ça, c'est effectivement son périmètre. Comment faire en sorte que le produit qu'elle vend va émettre moins. Mais elle peut aussi, jouer, c'est ça, sur le poids de l'avion, l'aérodynamisme, et du coup réduire les émissions en tant que telles de l'avion en lui-même. Et puis sur le périmètre ensuite de l'utilisateur, de l'usager. Du coup, si on a optimisé l'avion en lui-même, on peut du coup réguler le poids des bagages, on peut imaginer un pilotage doux comme on aurait de la conduite économique, le poids des sièges, etc. Et jusqu'à également travailler après sur l'organisation des vols en fonction de l'ensemble de ces périmètres. Donc il faut regarder bien l'ensemble, c'est ça, de la chaîne de valeur pour avancer. En synthèse sur ces freins, avant de reparler un peu des actions, des différents types d'actions, l'enjeu carbone effectivement doit être stratégique pour l'organisation et voir l'ensemble de sa sphère fonctionnelle, en parler, comprendre effectivement quels vont être les enjeux pour les uns et les autres, comment dans cette optimisation dans laquelle on est tous, avoir un indicateur de plus pour appuyer son plan d'action. Le plan d'action, ça doit relever d'une démarche de co-construction portée par les décideurs. Mais ça, c'est sûr, tous les projets, il faut que ce soit porté par la décideur, porté par la direction pour avoir un véritable impact dans l'entreprise. La pertinence du plan d'action, ça doit être démontré. Effectivement, on n'est pas uniquement sur réduire ses émissions, sinon on pourrait très bien dire, on arrête notre activité. Alors là, l'idée, c'est bien, qu'est-ce que ça va me faire gagner, comment je vais être encore là demain, la pérennité de mon entreprise, de mon organisation, et donc que ces plans d'action doivent être cohérents avec mon image de demain. Et puis le management du carbone nécessite la structuration d'une organisation, puisqu'effectivement il faut une personne qui va porter le projet, mais qui va du coup se faire le relais dans l'ensemble des services de l'organisation, et donc transférer lui-même cette compétence, ce réflexe, pour que à chaque décision on puisse aller vers les bons choix. Je vais maintenant faire un petit point sur la mise en œuvre du plan d'action. Donc on va un focus sur le plan d'action en lui-même, comprendre les différents types d'actions, revenir un peu là-dessus, l'organisation, pour vous donner aussi des perspectives. Donc les points du bilan au plan d'action, les points clés à retenir, on va d'abord effectivement réaliser le bilan lui-même. Donc là, c'est poser déjà les objectifs de où on va, et donc du plan d'action. Est-ce qu'on est dans des logiques d'optimisation, de résilience, d'innovation? Quel type de réduction d'émissions? Réelle, marginale, éviter, compenser? Alors je vais décrire ça juste après. Donc là, je vous fais la présentation un peu générale de ce qu'on va imaginer. Les techniques pour dégager des axes d'action. Et puis sur ces axes d'action ensuite, les pistes, comment on va animer véritablement au sein de l'organisation la mise en œuvre des plans d'action, et donc caractériser ensuite ces actions. Donc objectif du plan d'action, on a plusieurs objectifs. Et là, c'est vraiment important. C'est important pour vous de les visualiser, de les noter et de les séparer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas forcément comparer, ou mettre en tout cas sur le même plan de go. J'y vais pas. Et est-ce que ce projet, est-ce que cette action est celle à retenir? Eh bien, il faut qu'il y en ait aussi dans chaque catégorie. Donc, des objectifs de prévention. Les émissions que l'on produit sont les meilleures, moins on consomme, mieux c'est. Donc, comment développer mes compétences et mes activités sans pénaliser mon bilan, ou en plus en l'optimisant.
Donc éviter tout de suite des émissions. Objectif d'optimisation, donc un travail sur les impacts directs et existants, et donc vise à des réductions réelles des émissions. Donc faire moins ou marginal les changements de comportement, puisqu'effectivement c'est souvent un plan d'action, la sensibilisation, la formation des opérateurs, des conducteurs, où on n'a pas forcément un objectif précis de réduction, mais par contre on est sur une optimisation réelle. Donc faire moins via des actions de sobriété. On a des objectifs de résilience, donc travailler effectivement sur les dépendances, enfin où j'en suis, je suis dépendant, demain les choses, mon secteur d'activité va changer, et du coup comment les mettre en œuvre, et donc là c'est effectivement permettre la mise en œuvre de réduction d'émissions réelles ou marginales, ou éviter, ou aller vers la compensation, et donc c'est faire mieux avec des actions d'efficacité pour vraiment changer de modèle. Et puis les objectifs d'innovation, et là c'est travailler sur toutes les opportunités, la nouveauté, et du coup voilà, s'ouvrir à des choses qu'on n'aurait pas imaginées. On dit souvent dans la construction du plan d'action, il faut au début être assez ouvert sur l'ensemble des actions possibles, parce qu'une action qui n'était pas possible hier et qui n'est pas possible aujourd'hui sera envisageable demain, justement avec ces changements de contexte économique, énergie, matières premières, métaux, on aura certainement des grands changements à imaginer. Donc faire autrement avec des actions novatrices. Donc c'est les différents types de réduction. La réduction réelle, donc réduire le volume de mes gaz à effet de serre, améliorer mon bilan à un périmètre constant. Les réductions marginales, donc induites par un changement de comportement, difficile à quantifier, comme par exemple prévention des déchets, sensibilisation, je le disais. Les émissions évitées, donc celles que l'on n'a pas produites ou que l'on a évitées, et les émissions compensées, c'est-à-dire qu'effectivement, je ne sais pas si vous connaissez ce terme, si on qu'on réduise ces émissions de gaz à effet de serre, on a des émissions, on n'a pas aujourd'hui d'activité à impact zéro, mais par contre on peut tendre à une neutralité carbone parce qu'on va compenser nos émissions, c'est-à-dire mettre en œuvre des projets de compensation des émissions pour arriver au zéro, arriver à un carbone neutre. Donc pour une organisation, on peut imaginer qu'on est à 100, peut-être que l'année prochaine on va réduire nos émissions dans notre périmètre interne avec nos parties prenantes, on va arriver à 80, et ces 80% restants, on voudrait les compenser. Et du coup, on va faire appel à des mécanismes de compensation nord-sud ou en France. On y reviendra plus tard. Un petit point sur les techniques aussi pour dégager ces axes d'action et construire ces actions. Tout d'abord, il faut rappeler l'origine, enfin la manière de mener un projet carbone. Comme on l'a dit, c'est un projet transversal, et donc il faut tout de suite mobiliser un certain nombre d'acteurs dès le début du projet. Le présenter par la direction, enfin qu'il soit porté par la direction, et puis tout de suite toucher, sensibiliser une équipe projet, les former si possible, et dans les retours d'expérience qu'on a, c'est vrai que c'est une demande très forte de nos interlocuteurs d'être formés, autonomes, et même pour nous, bureau d'études, l'intérêt n'est pas de revenir faire exactement la même chose chaque année, mais plutôt vraiment de vous rendre, autonome, de vous donner envie d'intégrer ce réflexe, d'aller plus loin. C'est aussi notre rôle. Donc c'est d'avoir ce transfert de compétences, et puis bien sûr, nous on est là pour vous accompagner dans la construction de ces plans d'action au travers de nos retours d'expérience, mais avant tout c'est votre organisation, et donc c'est de mobiliser les gens chez vous qui ont toutes plein de bonnes idées, qui parfois ne sont pas entendus, mais simplement parce qu'on ne les sollicite pas, et donc de créer autour de ça une émulation, une dynamique. Donc là, j'ai remis quelques techniques d'animation pour cette co-construction du plan d'action. Donc, je citais 3-4 exemples. La matrice MOF, donc menace, opportunité, force, faiblesse. Quand on veut justement travailler sur les enjeux stratégiques, ça peut être vraiment intéressant de passer par là.
Ensuite, on a la concertation en groupe de travail ou en réunion, c'est ça, collective, donc au travers d'un brainstorming, un déballage d'idées, et puis qu'ensuite on va retravailler. On a également le benchmark, regarder que font mes concurrents, que font les entreprises du secteur et où je souhaite me positionner par rapport à eux. Et puis des actions collectives, donc portées par des syndicats professionnels, des associations d'entreprises, qui sont aussi des lieux d'échange et de partage sur ces plans d'action. Et effectivement, je pense que c'est toujours intéressant et j'espère que ce sera le cas cet après-midi d'avoir le temps et l'envie d'échanger sur nos retours d'expérience pour en faire profiter aussi les autres. Caractérisation des actions, donc on le disait, une fois qu'on a fait l'analyse du bilan gaz à effet de serre, on a défini les objectifs du plan d'action, on a recherché des axes d'action, et puis pour chaque thématique, on a avancé. Donc je vais parler de ces 7 actions, donc les prioritaires et faciles, les moins mieux autrement, la réduction des risques, l'innovation bas carbone, l'éco-conception et l'amélioration opérationnelle, et enfin les nouveaux modèles économiques. Voilà, c'est ce que je viens de dire, je les reprenais rapidement. Donc les premières, c'est vrai que c'est souvent celles qu'on ressort tout de suite. C'est facile, donc pas d'investissement, facile à mettre en œuvre, et du coup avec en plus souvent un engouement sur ces thématiques qui sont plutôt des thématiques qui touchent aux citoyens, donc à l'ensemble des salariés. Donc on est motivé et c'est souvent des actions qui se passent bien et qui ont un bon retour. Les moins mieux autrement. Donc effectivement, on parle souvent de réduction, récupération, substitution ou sobriété, efficacité, innovation. C'est-à-dire effectivement mettre pas à pas des plans d'action. C'est-à-dire commencer par moins consommer, ensuite récupérer ces énergies, matières, etc. Puis aller vers l'innovation, la substitution, les énergies renouvelables. Mais c'est bien à la finalité, dans la finalité du plan d'action, et qu'il y a des choses qui vont être mises en œuvre au fur et à mesure. Donc là, je donne quelques exemples. Moins la mise en place d'une journée de télétravail, mieux la mise en place de détecteurs de mouvement, par exemple, ou la mise en place d'une certification ISO 50001 sur l'énergie, ou autrement, avec effectivement une chaudière bois, ou comme je disais, des énergies nouvelles et renouvelables. Troisièmement, la réduction des risques. Donc ces risques qui sont économiques, environnementaux, sociaux. Du coup, effectivement, tout ça, ça va avoir un impact sur votre impact carbone global. Et du coup, par exemple, travailler sur la prévention des accidents du travail. Oui, s'il y a un accident, etc., on va générer un frein, dans l'activité de l'entreprise. Donc là aussi, ça va améliorer la performance globale, par exemple. L'innovation bas carbone, par exemple, effectivement, sur les produits, les procédés, les débouchés, les nouvelles matières premières, et puis les nouveaux systèmes et business models, louer plutôt que posséder, et du coup, travailler comme ça sur son impact. L'éco-conception, alors qui est effectivement là directement sur les produits, donc qui est complémentaire à un travail sur un site, empreinte carbone site, on dit souvent empreinte gaz à effet de serre d'un site, d'une organisation. Là, on peut être sur un bâtiment, un procédé, un produit, un service. Mais en tout cas, travailler sur une gamme qui soit sobre, alors en CO2, mais également sur d'autres indicateurs. On parle souvent d'approche multicritères. Sixième type d'action, l'amélioration opérationnelle, et donc avoir des actions sur le processus de production, des actions sur les flux amont et puis sur l'aval. Donc là, c'est en dehors de ma sphère fonctionnelle. Donc favoriser, par exemple, tel type de fournisseurs, des fournisseurs locaux, des fournisseurs qui ont justement changé leur système de production, qui font des efforts, qui ont des chartes de développement durable. Donc on revient aussi sur la politique d'achat dont on a parlé tout à l'heure. Et puis sur les flux aval, le mode de distribution des produits, l'organisation derrière, les circuits courts, etc. Donc c'est se reposer aussi ces types de
questions et donc de son activité. Et enfin, aller vers des nouveaux modèles économiques, apporter une nouvelle valeur aux clients. Donc là, on parlait tout à l'heure de bénéficier d'économies fonctionnelles comme louer plutôt que posséder, mais soi-même remettre, se poser la question sur son activité. Que puis-je faire pour aller dans ce sens-là? Est-ce que je peux vendre des kilomètres au lieu de vendre des pneumatiques, et vers où je vais? Innover aussi dans la manière d'accéder au marché, aller chercher de nouveaux marchés, donc sur Internet, de la vente au détail. On parlait des circuits courts, comment moi, industriel, je peux aussi bénéficier de ces circuits courts sur mon territoire, par exemple. Et puis, mieux capturer de la valeur et de manière durable, effectivement, si je m'applique à travailler sur l'ensemble de ma chaîne de valeur et de ces produits, comment du coup je peux le valoriser en termes aussi marketing aux clients ou vers les usagers. Et puis enfin, un dernier point, valoriser le CO2 évité et en faire une nouvelle matière première. Effectivement, maintenant que vous avez travaillé sur le sujet, que vous avez mesuré vos émissions, l'idée c'est de se dire, ces émissions, comment je vais faire, ces émissions gagnées, comment je vais les valoriser. Donc il y a un aspect communication, visibilité, donc communication institutionnelle, mais aussi comment je vais la valoriser auprès de mes clients, de mes salariés, mes fournisseurs. Et là, on en parlera également tout à l'heure lors du point sur la valorisation des tonnes de CO2 évitées. Un petit point rapide, je ne vais pas tout lire, sur la vulnérabilité, puisque effectivement c'est un point qu'il ne faut pas oublier quand on construit son plan d'action. C'est suis-je vulnérable vis-à-vis de l'externe, suis-je vulnérable vis-à-vis de l'interne. Moi en général dans le petit tableau où je mets les faisabilités techniques, financières, etc., je rajoute toujours une notion de risque. Quel est mon risque? Est-ce que ça va être accepté? Est-ce que ça va être accepté par qui, comment et quels freins, presque en dehors du réseau, de la raison, quels vont être les freins. On imagine bien que si on a une marque hyper connue, on va pas lui dire pour faire des économies d'emballage, ce serait bien que ta marque tu enlèves 2 lettres. On voit bien qu'il y a des plans d'action qui sont pas acceptables. Là je prends un exemple un peu tiré par les cheveux, mais pour dire que du coup il y a des choses qui sont juste pas possibles. Donc, vis-à-vis de l'externe, il faut regarder le coût des énergies, l'augmentation des phénomènes. En l'occurrence, par exemple, dans l'agroalimentaire, ça peut être un sujet extrêmement important. Quelles sont les nouvelles compétences à développer autour? Est-ce que j'ai les solutions techniques qui existent? Quelles sont les nouvelles opportunités économiques, par exemple? Et puis les vulnérabilités vis-à-vis de l'interne, le confort de travail. Effectivement, si je change ça, oui, mais alors on parle souvent de ça, par exemple, pour les grands contenants. Je veux changer et avoir un plus gros contenant. Oui, mais mes opérateurs, ils vont devoir porter plus d'un coup. Alors est-ce que je dois changer tout mon process et du coup, mettre en œuvre d'autres plans d'action, mais du coup, on a cette notion de social aussi derrière. Donc le coût social du risque, le coût après potentiellement donc des transports, l'exposition et la fluctuation du cours des matières premières, la situation physique et même géographique de l'entreprise, qui compte évidemment dans les plans d'action qu'on compte mettre en œuvre. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est acceptable? Est-ce que ça existe aujourd'hui? Est-ce que ça existera demain? Comme par exemple le fret pour les entreprises en train, qui est clairement une question souvent de est-ce que la possibilité est existante aujourd'hui ou pas, et du coup puis-je me tourner vers ce type d'action? Voilà sur les plans d'action. Et donc juste une dernière slide sur les diverses sources possibles de financement. Puisqu'effectivement le passage aussi à l'action, forcément il faut que l'action elle soit stratégique, qu'elle ait des retombées économiques, sociales et environnementales évidemment, mais c'est toujours aussi, pour certaines actions, c'est plus facile pour l'entreprise de s'y lancer quand elle va être aidée. Et pour ça, vous avez des subventions ou accompagnement à la mise en œuvre d'une action par les services publics, l'ADEME, les régions, un certain nombre donc de dispositifs en place.
Vous avez les certificats d'économie d'énergie, qui sont effectivement donc la possibilité de récupérer voilà une certaine somme en fonction des matériels et équipements mis en œuvre ou des process mis en œuvre. Vous avez des banques et des investisseurs qui peuvent vous aider. Vous avez également des contrats de performance énergétique dans lesquels sont intégrés des retours sur résultats. Le tiers financement, le retour sur investissement lui-même, l'autofinancement lié à une taxe carbone interne, les nouveaux dispositifs de financement liés à la transition énergétique aujourd'hui et demain, et puis le financement participatif et la valorisation des tonnes de CO2 évitées dont on parlera tout à l'heure. Alors, j'ai pas développé parce que nous avons choisi de faire une demi-journée et puis de garder du temps pour nos intervenants, mais vous pourrez avoir une présentation plus complète sur les financements sur notre site internet des rencontres régionales du carbone pour plus d'informations. Je vous remercie.